Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du test de co-intégration de Johansson. Nous avons déjà parlé du test d'Engel et Granger. Alors, le test de co-intégration d'Engel-Granger a des faiblesses. La première, c'est que c'est un test qui se déroule en deux étapes. D'abord, estimer la relation de long terme. Deux, récupérer le résidu et tester sa stationnarité. En plus, le test d'Engel-Granger ne permet pas d'appréhender les relations de co-intégration lorsqu'il y a plus de deux variables. D'accord? Et donc, lorsqu'il y a plus de variables, potentiellement, on peut avoir plus d'une relation de co-intégration. Et donc, voilà deux faiblesses fondamentales du, du, du test de Engel-Granger. Et donc, Johansson, il a proposé deux tests de co-intégration. Il y a le test trace et le test de la valeur propre maximale pour combler ce déficit. Et l'avantage du test de Johansson, c'est qu'il est basé sur les modèles VAR. On parle même de modèles VAR co-intégrés ou bien co-integrated vector autoregressive models. Et donc, il fait aucune hypothèse sur l'endogénéité des variables. En fait, il suppose que toutes les variables sont endogènes, il n'y a pas de variable à expliquer, variable explicative. Et il va estimer un modèle VAR, et à partir de ce modèle VAR, sa structure vectorielle autorégressive, il va euh, avoir la statistique trace et la statistique valeur propre maximale qui vont nous dire est-ce qu'il y a co-intégration ou pas co-intégration. Et donc, en quoi consiste la statistique de la trace, qu'on appelle en anglais trace statistics, ou bien la statistique de la valeur propre maximale, dans les logiciels en anglais, on l'appelle maximum eigenvalue statistics. Donc, en fait, la statistique trace s'écrit comme suite et la statistique maximum eigenvalue s'écrit comme suite. Et au fait, la différence entre les deux, c'est les hypothèses. Et donc, pour le test trace, l'hypothèse nulle, il suppose que le nombre de vecteurs est O plus égal à R. Et l'hypothèse alternative, c'est que le nombre de vecteurs de co-intégration est strictement supérieur à R. D'accord? Alors que le test de la valeur propre maximale, il suppose que le nombre de vecteurs de co-intégration, c'est R, et l'hypothèse alternative, que le nombre de vecteurs de co-intégration, c'est R plus 1. Alors, quelle est la règle de décision? La règle de décision, c'est que pour les deux statistiques du test, que ce soit la statistique trace ou la statistique de la valeur propre maximale, si la statistique du test est supérieure à la valeur critique, alors l'hypothèse nulle est rejetée. L'hypothèse nulle est rejetée. Donc on répète, la valeur critique à 5%, si jamais en la comparant avec la statistique, on trouve que la statistique lui est supérieure, on va rajouter l'hypothèse nulle. Alors, pour les hypothèses nulles, ce qu'il faut savoir, c'est que le test de Johansson s'effectue de manière séquentielle. C'est-à-dire, on commence par R égale à 0, absence de relation de co-intégration, et on va théoriquement, jusqu'à un nombre de relations de co-intégration est égal à K-1, avec K est égal au nombre de variables. Si on a 4 variables, ça veut dire on va aller jusqu'à 3. Si on a 6 variables, on va aller jusqu'à 5 relations de co-intégration à tester. Mais dans la réalité, ça se passe comment? Par exemple, si l'hypothèse nulle R0 est rejetée, ok, on passe à l'hypothèse d'après, c'est-à-dire H0, R est égal à 1. Il y a présence d'une relation de co-intégration. Si à nouveau cette relation est rejetée, on va tester R égale à 2, c'est-à-dire deux relations de co-intégration. Et ainsi de suite. C'est pourquoi
on appelle le test, c'est un test séquentiel. Et quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter une fois que l'hypothèse nulle est acceptée pour un R quelconque. Le R, c'est le nombre de relations de cointégration. Et donc, dès que l'hypothèse nulle pour un R donné est acceptée, la procédure du test s'arrête et on conclut qu'il y a R relation de cointégration. Donc, on va faire une étude de cas. Nous avons déjà utilisé les mêmes données pour faire le test d'Engel-Granger. Donc, c'est le CAC 40, le DAX et le S&P. On fait la transformation logarithmique. Donc, première étape, on va tester leur stationnarité. Et donc, selon les résultats du test d'équivaleur augmenté, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, il s'agit bien de processus de marche au hasard ou marche aléatoire de pure random walk. Il y a bien présence d'une relation d'une racine unitaire dans leur structure. Et donc, dans une deuxième étape, il faut, avant d'estimer le modèle VECM, il faut sélectionner le nombre de retards. Il faut sélectionner le nombre de retards. Et donc, exclusivement, dans ce cas, on va estimer un modèle var, pas sur des variables stationnaires, mais c'est des variables au niveau, ça veut dire non stationnaires. D'accord? Ça veut dire on va, bien qu'il y ait présence de racines unitaires dans leur structure, on va quand même estimer un var pour ces variables. Et donc, c'est classique, on va sélectionner le nombre de retards sur la base du principe de la minimisation d'un critère d'info à Kaiko-Schwarz. Et donc, une fois avoir trouvé le modèle var et fixer le retard P des variables au niveau, ça veut dire non stationnaire, lorsqu'on veut estimer le modèle VECM qui se base sur l'hypothèse de stationnarité et qu'on va utiliser les variables de différence première, il faut retrancher un retard du retard P sélectionné. Et donc, on commence. Alors, ici, les trois variables sont supposées endogènes, c'est-à-dire sur le même pied d'équilibre, il n'y a pas une variable exogène, une variable endogène, ils sont tous supposés exogènes. Donc, on fait a priori aucune hypothèse sur ces variables. Ça nous donne plus de liberté. Et donc, si vous voulez, on voit très bien que ces variables étant au niveau, le retard sélectionné est le retard 2. Et donc, lorsqu'on va estimer le VECM, on va l'estimer sur un retard P-1, ça veut dire 2-1, ça veut dire un retard 1. Et effectivement, 3, on va spécifier la composante déterministe. Spécifier la composante déterministe revient à choisir entre 5 possibilités qu'offre le test de Johansson. Et donc, nous allons estimer, nous avons choisi d'estimer ce modèle. Et au fait, dans ce modèle, il y a quoi? Il y a juste une constante de la relation de co-intégration de long terme. On va pas, on va pas mobiliser une tendance déterministe ou une tendance quadratique dans les variables, etc. Donc, on va rester très simple et on va dire, oui, à la limite, on peut accepter la présence d'une constante dans la relation de long terme, dans la relation de co-intégration. Et donc, on va travailler avec le modèle 2. Et au fait, ici, parce que le logiciel, par défaut, vous choisissez un retard 4 et le modèle 3. Pour nous, ce n'est pas le modèle 3 qu'on a choisi, c'est le modèle 2. Et ce n'est pas le retard 4, c'est le retard 1. Ça veut dire c'est P-1 parce qu'on a le var sur les variables au niveau nous a demandé 2 et donc on va travailler sur un retard 1. Et donc voici les résultats du test de Johansson. Donc on commence par le test trace. Donc ici, il y a juste une constante. No deterministic strand, il y a juste une constante dans la relation de long terme entre les trois variables. Le retard, c'est 1. Ça, c'est le test trace. Et donc, la même chose. Donc, ici, non, ça veut dire il n'y a pas de relation de co-intégration. Ça, c'est les hypothèses nulles. Absence de relation de co-intégration H0. La statistique du trace 39 supérieure à sa valeur critique à 35. H0 rejeté.
Et comme c'est un test séquentiel, on passe à l'hypothèse d'après. Donc, l'hypothèse d'après Atmos 1, au plus, il y a une relation. Et là, la trace statistique s'élève à 16,71. Il est strictement inférieur à la valeur critique à 5%, 20,26. H0 est accepté, la procédure s'arrête et on conclut qu'il y a une seule relation de co-intégration. Maintenant, on va effectuer le test de Johansson, mais cette fois basé sur la valeur propre maximale. Là, les mêmes hypothèses les mêmes hypothèses continuent d'être vérifiées. Et donc là, vous avez hypothèse nulle, pas de relation de co-intégration, la statistique du test de valeur propre maximale 22,42, strictement supérieur à 22,29, donc H0 rejeté. Le test étant séquentiel, on passe à l'étape d'après. Atmos 1, ça veut dire une relation de co-intégration. La statistique, 14,91, strictement inférieur à 15,89. Et donc, H0 accepté. On peut dire qu'il y a bien une relation de co-intégration entre les deux variables. Et donc là, les deux tests, les deux statistiques, les deux tests de Johansson aboutissent au même résultat. Ils vont conclure qu'il y a bien une relation de co-intégration entre les trois variables. Et donc là, au fait, le cheminement naturel, une fois avoir vérifié la présence met en évidence la présence d'une relation de co-intégration, il faut estimer un modèle VECM, ça veut dire un modèle vectoriel à correction d'erreur. Et donc, au fait, c'est l'étape d'après. Et donc, ici, nous avons l'estimation d'un modèle à correction d'erreur. Et donc, dans ce modèle à correction d'erreur, si vous voulez, il y a, il y a, si vous voulez, il y a deux blocs. Le premier bloc, le bloc 1, ça c'est, si vous voulez, c'est la relation c'est la relation de long terme. Et le deuxième, c'est vraiment le modèle à correction d'erreur. Et vous voyez ici vous avez co-integration equation, ça veut dire la relation de co-intégration, la relation de long terme. Et là, vous voyez qu'on a mis une constante, elle est bien là, c'est ce qu'on a mis comme hypothèse. Et là, vous avez le modèle à correction d'erreur proprement dit. Alors, au fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord, qu'est-ce que c'est que la relation de co-intégration, la relation de long terme? Donc, nous, on a dit, tiens, on va faire le CAC 40, on va le régresser sur le S&P et sur le DAX. Et là, vous avez une constante. Et donc, ce résidu-là de la relation de long terme, ça va être le CAC 40. Et je vais passer tout ce bloc de l'autre côté. Et donc, tout ce qui est positif va devenir négatif. Et par conséquent, si le terme de correction d'erreur epsilon t-1, ben, il faut que j'introduise le retard t-1 partout. Ça, cette constante, il ne bouge pas. Mais les trois variables vont être t-1. Et donc, voilà, si vous voulez, le terme de correction d'erreur. Et donc, si je reviens en arrière, voilà ce terme. Et donc, ici, on va normaliser, là, c'est le LCAC t-1. On va le normaliser à 1. Donc là, il a un paramètre qui est 1, un coefficient égal à 1. On va le normaliser. Et là, vous avez, ça c'est moins bêta 0, c'est moins 4,5. Et vous avez moins bêta, c'est moins 1,94 S&P. Et vous avez moins bêta, c'est moins bêta 2, c'est 1,15 72 51. Et donc, à partir de là, on peut avoir une idée très claire sur les QF, leurs signes, bêta 0, bêta 1, bêta 2. Et donc, il faut vraiment faire attention à l'écriture et aux signes. Ça veut dire ici, ce que vous avez là, c'est que le bêta 0 est égal à 4, le bêta 1 est égal à 1,93 et le bêta 2, c'est moins 1,15. Maintenant, on va parler du modèle VECM proprement dit. Et donc, le modèle VECM, d'abord, je commencerai par le terme de correction d'erreur dont on vient de parler. Il a trois coefficients différents. À chaque équation correspond un coefficient. Donc, comme on a un retard 1, on va régresser le CAC sur les trois variables retardées d'une période. On va regresser le S&P sur trois variables retardées d'une période. Et on va regresser le DAX sur les trois variables retardées d'une période. Et donc, cette écriture-là, c'est ce qu'on a.
estimé ici, c'est que vous avez chaque variable est régressée sur les trois autres variables retardées d'une période et à chaque variable va correspondre un coefficient particulier du terme de correction d'erreur. Et donc, en fait, ici, lorsque je vais analyser les trois coefficients du terme à correction d'erreur, on voit que d'abord, il y a deux propriétés à vérifier pour le terme de correction d'erreur. Il doit être de signe négatif, il doit être significativement différent de 0. Ça veut dire son testat en valeur absolue doit être strictement supérieur à 1,96. Donc, le premier paramètre, il fait moins 0,05, signe négatif. Le testat en valeur absolue, 4,26, supérieur à 96, c'est bon. Le second, moins 0,005, signe négatif. Mais ici, le testat en valeur absolue, 0,81, inférieur à 1,96. Donc, l'hypothèse de nullité de ce paramètre est vérifiée. Donc, on ne va pas le prendre en compte. Et celui-là correspond au DAX, c'est moins 0,0527, signe négatif, vérifier la propriété. Et là, le testat, moins 3,75, en valeur absolue 3,75, strictement supérieur à 1,96. Donc, il est significativement différent de 0. Et donc, au fait, les trois coefs du terme de correction d'erreur ont des signes négatifs, parfait, mais il n'y a que les coefficients de terme de correction d'erreur du CAC et du DAX en différence première qui sont significativement différents de zéro. Il y a donc bien un retour vers la relation d'équilibre. Hein, il y a bien un retour vers la relation d'équilibre à la suite de chocs exogènes. Et donc, notre estimation du modèle VECM est donc valide. Il suffit de trouver un coefficient de terme de correction d'erreur pour conclure la validité du modèle VECM. Et là, on a deux coefficients qui sont significativement différents de zéro, qui ont un signe négatif. Et donc, il y a bien un retour vers la relation de cointégration. Et donc, si vous voulez, je vais prendre un par un. Donc là, c'est l'estimation du CAC. Et donc là, c'est le QF, quoi. Donc le gamma 1, c'est celui-là. Ça, c'est le A1. Ça, c'est le A2. Et ça, c'est le A3. De même, ici, pour le S&P 500, vous avez le gamma 2. Ça, c'est le gamma 2. Ça, c'est le bêta 1. Et ça, c'est le bêta 2. Et ça, c'est le bêta 3. De même pour le DAX. Là, c'est le gamma 3 ici, le gamma 3. Et là, c'est le C1, le C2 et le C3. Voilà. Et donc, si vous voulez, une fois avoir calculé la vitesse d'ajustement, bah, à chaque pas de temps, il y a un pourcentage qui est corrigé. Et donc, on voit très bien ici, lorsque je vais prendre les deux coefficients pour le CAC, c'est 0,05292,4. Et donc, si je le mets, je divise 1 par ce QF, je vais avoir 18 mois,89 parce que nous sommes sur deux données mensuelles. Et pour le DAX, c'est 0,05 27 26. Et si je divise, je vais avoir 18,80. Donc, c'est approximativement 18 mois. Et donc, la vitesse d'ajustement du CAC et du DAX vers la relation de co-intégration à la suite d'un choc exogène est d'environ 18 mois selon les résultats de mon modèle. Donc, si vous voulez, j'ai testé la présence d'une relation de co-intégration sur la base du test de Johansson. D'accord? C'est vérifié. Étape 2, j'ai estimé un modèle VECM qui est valide. Et là, je parle de vitesse d'ajustement. Et donc, la dernière étape consiste à tester la causalité, à tester la causalité de Granger entre les trois variables. Et les résultats de ce test de causalité entre le S&P, le 500, le CAC et le DAX, nous l'avons déjà fait dans la leçon précédente. Je vous invite à vous y rendre. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite. Bon courage.